Bienvenue dans notre édition et sans tarder, voyons les principaux titres de ce magazine FC. Nous parlons du Gabon qui se prépare pour le grand rendez-vous de la CAN 2017. Nous irons sur place pour un reportage. Hervé Renard s'en va et qui pour le remplacer sur le plateau? Il y a quelques éditos qui ont des éléments de réponse à suivre au cours de cette émission. Et puis les championnats européens et le regard de nos compatriotes africains sur ce championnat, que ce soit en Angleterre, en Espagne ou en France, eh bien nous verrons un reportage d'Olivier Conan. Notre invité, c'est M. Brian Lambeau, qui est coach de sportif. Il nous expliquera en quoi consiste le métier. N'est-ce pas? Oui, bien évidemment. Bonsoir Brian. Bonsoir. Et puis nos éditorialistes, Roger Toto. Bonsoir. Et Noureddine Sali. Bonsoir José, bonsoir à tous. La question de l'FC, pensez-vous que le départ d'Hervé Renard à la tête des éléphants peut avoir des conséquences sur la sélection? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Plein feu sur le Gabon et que faut-il attendre de coach sportif? C'est à la une de l'FC. Mais d'abord, l'organisation de la CAN suscite un grand espoir au Gabon. Au-delà de l'aspect sportif folklorique, la CAN est vue comme une opportunité de développement économique. Les autorités espèrent déjà faire mieux qu'en 2012, année à laquelle le Gabon avait co-organisé la CAN, la compétition justement avec la Guinée équatoriale. Voyons ce reportage sur place à Libreville. D'Afrique des Nations en 2017 au Gabon est très attendu par les autorités dans ce pays. Le ministre en charge des sports espère que la prochaine CAN va permettre une plus grande ouverture sur le pays, mieux que la co-organisation de l'édition 2012 avec la Guinée équatoriale. Il faut comprendre que la CAN est un moteur de développement. Il ne faut pas seulement voir la CAN comme le côté spectacle, le côté sportif. La CAN est un moteur de développement dans le sens où tous les secteurs d'activité vont être boostés pour pouvoir augmenter, améliorer le développement. Vous savez, lorsque nous avons préparé la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale, nous sommes partis d'un taux de croissance de moins 0,9% à plus 5,9%. L'État gabonais prévoit la réhabilitation de plusieurs infrastructures dans divers secteurs porteurs de son développement. De réelles perspectives se profilent à l'horizon de la CAN pour le Gabon. Dans tous les secteurs d'activité, nous allons restaurer le transport, les voies de communication. Nous allons restaurer les voies de télécommunication. Nous allons mettre des programmes de mise en valeur de notre patrimoine culturel. Il faut donc que les sociétés de théâtre, les sociétés qui font du spectacle puissent pouvoir s'organiser. Le Gabon a hérité de la CAN 2017 à la suite du forfait de la Libye, en proie à une guerre civile. Pays d'environ 2 millions d'habitants, il va accueillir pour la deuxième fois de son histoire la phase finale de la CAN. Brian Lambeau, vous connaissez bien le Gabon. Que pensez-vous de cette CAN qui va être organisée de nouveau là-bas en 2017? Je pense que c'est toujours une très très bonne chose que les choses soient organisées en Afrique centrale. Parce que moi, de mon point de vue, pendant longtemps, l'Afrique du Nord a accueilli la CAN. Donc c'est bien aujourd'hui qu'on essaie un peu de redistribuer l'organisation à d'autres pays aussi. Oui, mais la CAF a toujours bien réparti les choses, hein, ne vous inquiétez pas. Roger Toto est là aussi pour confirmer. Roger, c'est un énorme chantier énorme pour chantier, le Gabon. Mais l'avantage, c'est que le Gabon, c'est la deuxième fois. Et les infrastructures sont en place. Et puis, bon, en plus, malgré qu'il y ait quelques problèmes au niveau par rapport à leur championnat. Et donc, non, c'est le pays est prêt. Et en même temps, ils savent, en organisant la CAN, le retombé qu'il y a après. Donc, c'est important pour ce pays qui est en train d'aller l'avant. Oui, alors Noureddine, Brian disait que l'Afrique du Nord a bénéficié de pas mal d'organisations. Je crois que la CAF, vous le confirmez, a toujours bien réparti les choses sur le continent. On a eu pas mal de fois l'occasion de parler de cette répartition de l'organisation. On ne va pas revenir dessus. Je pense qu'actuellement, l'organisateur en place, c'est le Gabon. Le Gabon a joui de cette nomination qui a, dans un intervalle de temps qui est quand même réduit. Je pense que ce pays-là, qui jouit d'une certaine stabilité politique d'abord, il est dans une bonne voie économique. Je pense que tous les ingrédients sont
temps vert pour ce pays-là, pour la réussite de cet événement. Je pense sur l'aspect organisationnel ou politique. Sur l'aspect sportif, qui a un petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes intérieurs, et notamment dans le championnat qui a été vacant pendant pratiquement 10 mois. Là, on reprend, je pense que là-dessus qu'il faut se pencher pour donner du spectacle. Le spectacle, c'est sur le terrain. Aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, Joseph-Antoine Bell est avec nous. Joseph, quoi qu'il en soit, le championnat qui a été un peu perturbé ne risque pas d'avoir des conséquences sur l'organisation. On a vu que le chantier est énorme dans le reportage que nous venons de voir. Vous pensez que c'est une bonne chose pour le Gabon qui va investir énormément pour le développement aussi du pays en même temps? Joseph? Bon après-midi à tous. Je pense qu'avant que ce ne soit bon pour le Gabon, c'est déjà bon pour la CAN elle-même. Il faut toujours trouver un terrain, une terre d'accueil, donc c'est une bonne chose. Mais évidemment, ensuite, pour le pays qui accueille, ça dépend de sa volonté de faire avancer les choses. Vous savez, tout le monde dit toujours que la CAN va apporter le développement des infrastructures, mais c'est au pays de dimensionner les infrastructures et c'est au pays d'intéresser les autres secteurs à la CAN pour qu'il y ait réellement un profit pour le pays. Oui, alors Joseph, il y a certains membres aussi de l'opposition qui disent tiens, il n'y a pas le Gabon est en crise, c'était pas vraiment le moment d'organiser une CAN. Est-ce que vous pensez que pour une telle manifestation d'envergure internationale, il ne faut pas que tout le monde se rassemble ensemble pour que la fête puisse être belle, justement? C'est pas le moment de se rassembler, de parler d'une seule phrase? Oui, effectivement, mais c'est un problème interne. Je crois que l'opposition est un peu dans son rôle quand elle dit ça, mais seulement il appartient au pouvoir de faire en sorte que la CAN ne soit pas l'affaire du pouvoir, que la CAN ne soit pas l'affaire d'une personne et que la CAN ne soit pas un objet de dispute. Donc il faut pouvoir la mettre au service de tous et mettre tout le monde à contribution. Il faut essayer d'en profiter pour rassembler le maximum de la population, y compris en premier lieu les acteurs politiques. Il faudrait que tout le monde puisse pouvoir faire la preuve que c'est un événement qui va bénéficier à tous. Et c'est vrai, c'est une formidable occasion de montrer la cohésion d'un pays. Et dernière question, Joseph, on a vu aussi que le président de la République est impliqué, même son épouse, on a vu lors de la co-organisation avec la Guinée, il était souvent au match, il était là pour encourager son équipe, et ça c'est une bonne chose aussi pour le peuple. Oui, mais ça, je crois que ça on le savait, il aime le foot de façon naturelle et habituellement. Accessoirement, il y joue un peu, je ne vais pas vous donner son poste, mais bon, il agit de manière naturelle. Je crois qu'il est important, surtout pour lui, cette fois-ci, de montrer à tout le monde que ça n'est pas une affaire politique, que c'est avant tout d'abord sportif et qu'il y va de l'intérêt du pays d'organiser cela parce qu'il a la capacité de booster tous les secteurs d'activité. D'accord. Merci Joseph. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission de l'FC. Nous allons voir le tableau du championnat du Gabon, justement, avec certains résultats. Après 10 journées, il y a certains matchs qui sont en retard. Vous voyez les résultats qui s'affichent sur le tableau avec Margasport qui a fait match nul avec Mounana, 2 buts partout. Et USB Tam qui cartonne aussi. Ouais, 3-0 face à Stade Migovéen. Au classement, Margasport est en tête avec 10 points devant FC 105. Et troisième, l'équipe de l'US Bitam, Roger Toto vous le disait à l'instant, qui a cartonné. Nous allons enchaîner avec maintenant les coachs sportifs en quelque sorte. Alors, Roger Toto, est-ce que vous aviez eu besoin d'un coach sportif lorsque vous étiez footballeur professionnel pendant votre carrière? Pour moi, j'étais suivi. Pour moi, c'était très intéressant. Puisque par rapport aux pressions, tout ce qui se passe tout autour, pour un sportif, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, sur une personne, parler librement, que la personne soit pour pouvoir le guider, lui donner un coup de main, pour moi ça a été important, ça a été bénéfique. Donc moi j'ai été suivi, j'ai fait la sophrologie pendant
pendant 6-7 ans. Et par un coach, j'étais suivi. Donc ça m'a aidé à pouvoir, parce que la plupart de joueurs sur le terrain, on a pendant les entraînements, on a cette liberté de pouvoir tenter des choses. Et puis le jour du match, on a du mal à pouvoir refaire la même chose pendant le match par rapport aux pressions. On avait du mal à pouvoir supporter ce genre de pression. Et en étant suivi par un coach, quelqu'un qui m'a guidé, et puis avec l'apport de la personne en question, donc ça m'a permis de pouvoir traverser et puis de mieux me connaître par la suite. Et Noureddine, vous y croyez, vous, au coaching sportif? Bien sûr. Bien sûr, vous savez, on dit que le football, ce n'est pas une science exacte, mais c'est une science en même temps. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous avez un groupe de minots, de jeunes. Ils sont pitrés de talent. Quand ils viennent, Roger, il se rappelle, tout le monde est enthousiaste pour essayer de donner le meilleur de lui-même. Mais ce meilleur-là, il faut que quelqu'un qui met toutes ses compétences au service d'un collectif et tu donnes, il y a des instructions, il y a ce qu'on appelle des schémas tactiques, des schémas des techniques aussi de l'autre côté, et il faut quelqu'un, un meneur de jeu, un patron, un père de tous ces minots-là pour essayer de donner les meilleurs, je pense. Est-ce que vous intervenez sur le terrain? Brian, bonsoir, donc Brian Lambeau. Vous intervenez sur le terrain, sur le côté tactique ou pas? Comment définissez-vous votre rôle? Comment ça se passe? En fait, le coach en développement personnel, il fait ce qu'on appelle la préparation mentale du joueur. On amène le joueur à se surpasser sur le terrain. C'est-à-dire, tu as le coach qui va faire la préparation tactique ou la préparation physique, et nous, on va amener le joueur à ce qu'il puisse poser le bon geste, afin qu'il puisse atteindre l'objectif fixé par le coach. Parce que comme Roger disait tout à l'heure, il y a des joueurs qui arrivent à se déployer aux entraînements, mais le jour du match, ils ont peur. Vous voyez, ils ne savent pas comment gérer leur peur parce qu'en face d'eux, ils ont un adversaire, voilà, qui arrive à les contrecarrer, arrive à contrecarrer la tactique. Comment réussir à surpasser tout cela? Comment donner son maximum? C'est là que nous, on intervient. Donc, c'est plus un travail psychologique. C'est psychologique. Mais moi, je vais encore beaucoup plus loin parce que je fais en sorte que le joueur développe son côté spirituel. Donc, il va chercher les forces au niveau de toutes les cellules de son corps. Vu que l'homme est composé de 99% de cellules, donc il va aller puiser ces ressources-là afin qu'il puisse se surpasser sur le terrain. Il va utiliser son génie. Vous voyez? Alors, est-ce que vous intervenez sur des joueurs individuellement ou, comme disait Noureddine, vous intervenez sur un groupe de personnes? Je fais les deux. Je fais ce qu'on appelle la cohésion d'équipe. Déjà, pour que l'équipe soit solide et soit compétente, il faut travailler individuellement sur les joueurs. Parce que chaque joueur a ce que je peux appeler son caractère et ses émotions à travailler. Vous avez des joueurs, par exemple, qui ne savent pas toujours gérer leur colère. Comment faire en sorte que le joueur ait une attitude saine vis-à-vis de la colère quand il a quelqu'un qui le bouscule sur le terrain? On a des exemples en Coupe du Monde. Alors, par exemple, permettez-moi de vous interrompre, un joueur comme celui du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, aurait besoin de vous, par exemple, pour apaiser sa colère. Oui, parce que José, imaginez-vous, si Zlatan avait su comment contrôler sa colère, comment la gérer, vous voyez, il se serait comporté différemment quand la situation s'est présentée face à lui. À Bordeaux. Vous parlez de Bordeaux, si on se souvient bien. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a explosé. Parce que pendant longtemps, il a cherché à se maîtriser. Et quand il a été face à la situation, il n'a pas su comment gérer la situation. Alors, vous parliez de la peur, parce que moi j'ai été footballeur aussi, je ne le cache pas aux téléspectateurs, j'avais peur parfois de certains défenseurs. Donc, pour calmer la peur, et on a besoin de quelqu'un, Noureddine, je suis sûr qu'il a eu peur aussi par moment dans certains matchs. Donc, ça peut servir à votre travail Oui, mon travail, il sert énormément, surtout que moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Lambeau. Ça permet à l'homme déjà de travailler tout son côté mental. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Les gens pensent que le mental ne se trouve qu'au niveau du cerveau. Vous voyez, mais le mental se trouve dans tout le corps. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est une énergie qui se diffuse à l'intérieur. Comment faire en sorte que quand tu es face à des situations difficiles, réussir à gérer les tensions, la pression, et les enjeux du match? Et les enjeux aussi du club, les objectifs que le club s'est fixés. Comment réussir à gérer tout ça? Ok. Nous aurons l'occasion encore de dire quelques mots. Justement, nous sommes un tout petit peu en retard au niveau de la diététique. Je ne sais pas si vous intervenez, mais nous avons interrogé Fred Boss. Écoutez ce qu'il nous dit. Il est également coach, mais pour la diététique. Écoutez.
Il faut savoir être en premier lieu à l'écoute. Alors, si nous avons tous les mêmes besoins de base, il arrive souvent que les sportifs, selon leur objectif, selon leur capacité, selon leur âge, peuvent avoir des besoins particuliers, selon leur environnement également. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir peut-être des fois déceler des besoins cachés, des petits soucis, et puis à partir de ça, pouvoir conseiller les solutions adéquates. Selon le sportif, on peut, du point de vue nutritionnel, s'en occuper depuis sa cuisine, c'est-à-dire son alimentation privée, jusqu'à son alimentation purement sportive. J'entends par là la supplémentation. Les sportifs en général ont des besoins de loisirs, donc comment les conseiller pour qu'il n'y ait pas de frustration. C'est un domaine tout à fait privé. Et puis aussi le domaine sportif. Donc ça peut aller, comme je viens de le dire, depuis la cuisine jusqu'au terrain. Voilà. À noter que chaque année également est décerné le prix Marc-Vivien Fouet d'RFI et de France 24. Et c'est le gagnant André Ayew, vous allez le voir, donc sur ces images qu'il a obtenues, le milieu des Black Stars qui va quitter l'Olympique de Marseille. Et je vous propose maintenant d'écouter ce qu'il disait après avoir obtenu son prix. André Ayew. Ce titre aujourd'hui, c'est un titre, je pense, très important pour tout joueur africain évoluant en France. On sait tous que dans le championnat français, il y a de très bons joueurs africains et c'est de là où souvent tout commence pour les joueurs de notre continent. Alors voilà, je suis très honoré. J'ai souvent été proche, mais aujourd'hui, ça a été la bonne année. J'espère que je vais continuer à travailler. Je voudrais remercier tous ceux qui ont voté pour moi, tout mon club, ma famille, les coachs, mes partenaires. Voilà, je suis très content et merci encore. Voilà, c'est la fin de la première partie de l'émission. Nous revenons tout à l'heure après la pause avec Brian Nambo, Oji Toto et Noureddine Sali. À tout de suite.